Bonjour, donc aujourd'hui on est à l'IREX, l'Institut de recherche sur les exoplanètes, à l'Université de Montréal, et on reçoit Lisa Deng, qui travaille sur une planète vraiment étrange, vous allez l'entendre après. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors elle s'appelle comment cette planète? La planète s'appelle Corot 2b, c'est une Jupiter chaude, donc une planète gazeuse géante. Donc quand tu dis une Jupiter chaude, c'est-à-dire que elle est pas en roche, c'est ça? Tu peux expliquer? Non, en fait, on sait pas en fait s'il y a un cœur de roche, mais on sait que c'est une planète qui est composée en majorité de gaz, donc un peu comme Jupiter, puis qui réside très très près de leur étoile mère. Donc elles reçoivent beaucoup de radiation, c'est pour ça qu'on les appelle chaudes, parce qu'elles sont très chaudes. Alors elle s'appelle Corot 2b, tu peux expliquer pourquoi elle s'appelle comme ça? Dans le fond, Corot 2b, le nom Corot vient d'une mission. En fait, c'est la mission Corot, qui était une mission pour trouver des exoplanètes. Une des toutes premières, une mission française. Puis dans le fond, le numéro 2, mais dans le fond, c'était parce que c'était la deuxième planète trouvée par la mission. Et le B? Et le B, la première planète qu'on trouve autour d'une étoile a toujours la lettre B, minuscule. Et c'est une mission qui était dans l'espace, qui était où en fait? Oui, c'est une mission dans l'espace. Donc, on a envoyé un détecteur dans l'espace, puis ils ont observé ça dans les lumières optiques. Donc là, tu travailles sur Corot 2b. Est-ce que tu peux nous expliquer qui a choisi cette planète pour toi? Oui, dans le fond, je suis présentement étudiante au doctorat à McGill, mais j'ai commencé ma maîtrise à McGill l'année dernière, donc en septembre 2016. Puis j'ai commencé à travailler avec mon professeur Nicolas Cowan l'été d'avant. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'avait dit qu'il venait tout juste de recevoir des données de cette planète, Corot 2b, que c'était une courbe de phase. Puis, dans le fond, par après, j'ai appris pourquoi il avait choisi. Dans le fond, cette planète a été dans l'intérêt... Ben, en fait, cette planète a été intéressante depuis très, très longtemps pour deux raisons, ou peut-être plus que deux raisons. Une de ceux-là, c'est parce que son spectre était très mal expliqué par tous les modèles qu'on avait. Donc, on pensait qu'avec plus d'observations, en fait, on pourrait comprendre pourquoi son spectre était aussi étrange. Puis, une des manières d'en comprendre plus, c'était d'obtenir une courbe de phase. Donc, Nicolas Cowan, mon professeur, avait ses yeux sur la planète depuis quelques années. Et finalement, en 2016, on a eu les premières données de la courbe de phase de Corot 2b. Tu peux expliquer en quoi son spectre, déjà ce que c'est un spectre et en quoi il est étrange? Oui, en fait, un spectre, c'est dans le fond la lumière qui est émise par la planète. Toutes les planètes, ou en fait n'importe quoi, émet de la lumière dans plusieurs longueurs d'onde. Donc pas juste dans ce qu'on est capable de voir avec nos yeux, mais aussi dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet, etc. Puis dans le fond, chaque planète, leur spectre va être sculpté par les molécules qui sont à l'intérieur de leur atmosphère parce qu'ils vont absorber ou émettre des lumières à longueur d'onde différentes. Dans le fond, toutes les Jupiters chaudes, on s'attend à ce qu'ils aient de l'eau parce que l'hydrogène, en partie, est une des atomes les plus abondants dans l'univers. Donc, on s'attend à ce que toutes les Jupiters chaudes ont au moins de l'eau. Dans l'atmosphère de Corot 2b, à partir de son spectre, on voyait pas du tout de signature d'eau. En fait, on voyait pas du tout de signature de molécules quelconques. Ce qui faisait en sorte que c'était un peu étrange. C'est comme si c'était une planète qui réémettait tout ce qu'elle absorbait. Et alors, du coup, quand on a eu ces données-là, qu'est-ce qu'on imaginait? Comment on fait? Alors ensuite, tu as dit que vous aviez reçu un autre jeu de données, que c'était les... Tu peux réexpliquer? C'est une courbe de phase. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que, vu que c'est une Jupiter chaude, c'est une planète qui réside très très près de leur étoile. Donc elle prend environ 2 jours pour parcourir un tour d'orbite complet. On a utilisé ce télescope qui s'appelle le télescope Spitzer, qui est aussi un télescope spatial qui regarde dans l'infrarouge. On l'a pointé vers Corot 2b, puis on a observé la planète pendant 2 jours complets. Donc on a observé la planète faire un tour complet d'orbite. Puis ce que ça fait, c'est que à chaque position différente autour de l'étoile, un observeur au loin, comme nous ou Spitzer, voit donc une fraction différente de la partie jour et de la partie nuit. Ce qui fait en sorte qu'on peut ensuite déterminer la luminosité à chacune des positions sur la planète et reconstruire une carte de manière indirecte.
Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez eu ces données, donc déjà, comment tu les reçois en fait? C'est quoi? On t'envoie quelque chose? C'est un disque dur par la poste Non, en fait, c'est très comique. En fait, vu que le télescope se situe dans l'espace, le télescope a son propre détecteur, son propre ordinateur qui va prendre des photos à chaque 2 secondes environ, les storer dans une machine, puis afin de nous les envoyer, ce qu'il faut faire, c'est prévoir une journée où la Terre va communiquer avec Spitzer. Donc, ça veut dire que l'antenne de Spitzer et une antenne quelconque sur la Terre vont pointer dans leur direction, puis ensuite envoyer les données en fait, ici. Dans le fond, les antennes qui sont souvent utilisées sont soit des antennes en Australie ou des antennes en Californie. Une fois que ces antennes ont obtenu ces données-là, ils les envoient à Caltech, dans le fond, l'Institut de technologie de la Californie. Puis, en fait, c'est eux qui ont cette base de données et qui vont ensuite contacter les chercheurs pour leur envoyer les données qu'on analysera. Alors, quand tu ouvres le fichier, il y a quoi dedans, en fait? Énormément de photos, en fait. Comme je le disais, ils ont pris une photo à chaque 2 secondes pendant 2 jours complets. Donc, il y a environ 100 000 photos qu'on ne peut pas regarder une à une parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais, dans le fond, au début, on ouvre ça. On a énormément de fichiers. Chaque fichier a aussi plus d'informations que juste la photo. On nous dit, par exemple, les coordonnées où le télescope pointait, la température du télescope et plus encore. Puis tout ça, ça nous aide à en comprendre plus sur comment les photos ont été prises et qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces photos. Lisa, tu peux nous expliquer bien comment tu parles des photos et comment tu arrives à la donner? Oui. En fait, l'algorithme que j'ai fait, que j'ai développé du début à la fin pour analyser toutes ces données, au début, on prend la photo, puis on analyse, dans le fond, l'intensité de chaque pixel. Donc, sur les pixels où il y a une étoile, l'intensité va être plus grande, et sur les pixels où il n'y a pas d'étoile, l'intensité sera très basse. Donc, on est capable de trouver la position de l'étoile. Ainsi, ce que l'algorithme fait, c'est qu'elle regarde chacune des photos et calcule l'intensité de chacune de ces photos pour voir s'il y a une différence d'une image à l'autre. Bien sûr, on n'est pas capable de le voir à l'œil nu, donc c'est pour ça qu'on demande à un ordinateur de le faire pour nous. Là, tu dis de l'étoile ou c'est de la planète? En fait, c'est de l'étoile. On ne voit pas la planète directement. Ce qu'on voit plutôt, c'est la lumière de l'étoile plus la lumière de la planète. Mais on n'est pas capable de voir la planète sur l'image. On sait juste que dans ce pixel, on voit les deux. Alors, une fois que vous avez les données que l'ordinateur a retrouvées, qu'est-ce que vous avez vu pour prolonger le mystère de cette planète? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Dans le fond, quand on pense à une planète ou une balle qui se fait illuminer par une étoile ou par n'importe quelle source de lumière, on s'attend à ce que le point chaud soit le point qui reçoit le plus de radiation. Souvent, on appelle ce point le point sous-stellaire. On sait, à cause des théories et des modèles atmosphériques, que ce point est souvent déplacé vers l'est, parce que c'est comme ça que l'atmosphère agit dans la nature, ou en tout cas selon les théories. Puis ce qu'on a vu sur Corot 2b, c'est que son point chaud n'était pas situé à l'est, mais plutôt à l'ouest, donc dans la direction opposée. Ça allait donc à l'encontre de la plupart des théories sur l'atmosphère des Jupiters chaudes. Alors, une fois que vous avez eu ces observations, est-ce que vous avez commencé à inférer quelque chose et à faire des hypothèses et même peut-être en valider? Oui. Notre première réaction à ça, c'était que notre analyse était probablement pas bonne. Donc, le truc, c'est que tout bon scientifique est très, très sceptique. Donc, en premier, on s'est dit, bon, c'est peut-être notre méthode d'analyse qui ne marche pas. Ce qu'on a été faire, c'est que on est quand même un gros groupe de collaboration. Il n'y a pas juste moi et mon professeur qui travaillons là-dessus, mais on a aussi d'autres scientifiques qui sont là pour doublement vérifier notre analyse. Puis comme comme l'année dernière, j'étais en Californie, j'ai pu rencontrer une de nos collaboratrices qui a demandé à un de ses étudiants de réanalyser notre courbe de phase. Il a ainsi vu, de manière indépendante, le même résultat que nous. Donc, après ça, on a commencé à penser à plusieurs hypothèses pour expliquer nos résultats.
Alors, quelles sont-elles ces hypothèses? Dans le fond, c'est que souvent, quand les gens simulent l'atmosphère des Jupiters chaudes, ils ignorent souvent des facteurs qu'on pense être négligibles, juste pour faire en sorte que les simulations sont plus faciles, donc sont moins dispendieux, sont moins difficiles à simuler. Ouais. Dans le fond, si on reprend ces facteurs qui sont plausibles, on peut donc finalement trouver plusieurs solutions à notre problème. La première de ces hypothèses, c'est que on assume souvent que les Jupiters chauds ont une rotation synchrone. Ça veut dire qu'il y a un des hémisphères qui fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est en permanence dans l'obscurité. On peut penser un des systèmes qui agit de cette manière, ce serait la Lune et la Terre. Donc, si on regarde la Lune, on voit que la même face de la Lune nous fait toujours face, tandis que l'autre face, qu'on appelle le côté obscur de la Lune, on ne la voit jamais, à moins de, justement, aller dans l'autre, aller partir de la Terre. Donc, bref. La première remettant en question cette hypothèse, cette supposition que les Jupiters chaudes ont une rotation synchrone. Si on a une Jupiter chaude qui n'a pas une rotation synchrone, mais plutôt une période de rotation un petit peu plus longue que la période de révolution orbitale, donc le temps qu'elle prend pour faire le tour de l'étoile, on peut donc avoir une simulation atmosphérique complètement différente. Puis dans ces simulations-là, on voit souvent que le point chaud et les vents sont dirigés vers l'ouest plutôt que vers l'est. Donc ça, c'est la première. La deuxième serait la présence d'un champ magnétique. Comme je vous disais, les Jupiters chaudes sont très très chaudes. Elles ont des températures allant jusqu'à 1500 Kelvin. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on peut atteindre sur Terre dans nos laboratoires. Mais on sait qu'à ces températures, les métaux ne restent plus stables comme étant des atomes neutres. Donc ils s'ionisent et deviennent chargés. Donc, si on a un champ magnétique, on sait maintenant qu'il y a souvent une interaction entre les particules chargées et les champs magnétiques. Puis, cette interaction-là pourrait justement faire en sorte que les vents, ou faire en sorte que le gaz ou le déplacement du gaz serait différent et ils vont donc dévier les vents vers d'autres directions et rediriger les vents peut-être dans la direction opposée. La troisième serait la présence d'une couverture de nuages. On sait que sur notre planète, les nuages sont très très communs, puis sur les autres planètes aussi. Puis les Jupiters chauds ne sont pas une exception à la règle. Il devrait y avoir des nuages aussi. On pense souvent que les nuages sont transparents dans l'infrarouge, juste parce que souvent ils sont plus, on les voit beaucoup plus dans la lumière optique que dans la lumière infrarouge. Si c'est pas le cas, puis si jamais il y a une couverture de nuages non homogène sur la planète, les nuages qui couvrent la partie est pourraient, dans le fond, bloquer l'émission thermale de la planète, donc les lumières qui seraient émises par la planète, et faire en sorte que la partie est a l'air plus sombre qu'elle ne l'est vraiment, donc plus froide qu'elle ne l'est vraiment. Puis si c'est le cas, ça aurait quand même des grosses implications parce que ça veut dire que la courbe de phase de la planète est sculptée par les nuages et non par l'émission thermale de la planète. Et toi, tu préfères laquelle des hypothèses? Je vous dirais que j'ai un penchant pour les champs magnétiques. Ça, c'est juste parce que c'est un domaine qui est encore très peu exploré. On n'a pas vraiment de données concrètes sur la présence de champs magnétiques sur les exoplanètes. Si jamais c'était le cas, ça pourrait être, dans le fond, cette méthode d'utiliser les courbes de phase pourrait être une des premières méthodes qu'on peut utiliser pour en apprendre davantage sur le champ magnétique des exoplanètes. Pourquoi les champs magnétiques? C'est que ça reste un mystère, même sur la Terre. On ne sait pas trop pourquoi la Terre a un champ magnétique. On ne sait pas trop pourquoi la plupart des planètes ou les planètes qui ont un champ magnétique dans notre système solaire en ont un. Si jamais cette méthode pouvait nous aider à comprendre la présence des champs magnétiques dans les planètes, ça en dirait grand aussi sur notre système solaire. Merci Lisa.